La Coupe du Monde U20 débute le 20 mai 2023. Initialement prévue en Indonésie, elle aura finalement lieu en Argentine après le refus de la fédération indonésienne d'accueillir Israël. 4 nations asiatiques sont qualifiées, et pour obtenir ce billet, il fallait atteindre les demi-finales de la Coupe d'Asie U20 qui a eu lieu il y a quelques mois en Ouzbékistan. Les 4 demi-finalistes ont donc été l'Irak, l'Ouzbékistan, la Corée du Sud et donc le Japon, comme vous l'avez vu dans le titre. Lors de la Coupe d'Asie U20, les jeunes samouraïs bleus ont terminé premiers de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs face à la Chine, l'Arabie Saoudite et le Kirghizistan. Les Nippons ont ensuite battu la Jordanie 2-0 en quart pour donc se qualifier pour les demi, perdus au tir au but face à l'Irak. Malgré cette performance décevante, le Japon a tenté de redorer son blason en faisant sa spécialité, perdre contre les nations asiatiques puis battre les nations européennes. Alors le Japon U20 peut-il remporter la Coupe du Monde des moins de 20 ans? La liste des sélectionnés est tombée lundi, on va donc l'analyser. Mais avant ça, on va déjà observer le groupe des Nippons dans cette Coupe du Monde. Et pour le coup, c'est un groupe très homogène et qui rappellera beaucoup de souvenirs avec la Colombie, le Sénégal et Israël. Ceux qui se souviennent de la Coupe du Monde 2018 savent qu'à l'époque, l'équipe A du Japon avait affronté le Sénégal et la Colombie, et à la place d'Israël, c'était la Pologne, mais ça fait un clin d'œil assez sympa. D'autant que les samouraïs bleus de l'époque, emmenés par Takashi Inui et Shinji Kagawa, s'étaient extirpés de cette poule, de quoi inspirer les jeunes cette année. Pour affronter ces nations, le sélectionneur Koichi Togashi a sorti une liste plutôt intéressante dans la continuité de la Coupe d'Asie. Bon, pour des raisons évidentes, voici la liste transcrite en Romaji, je pense que peu d'entre vous lisent les kanji. Merci aux copains de GLIFR de l'avoir fait, d'ailleurs allez les follow, ça fait plaisir. Au poste de gardien, la hiérarchie semble claire. Déjà numéro 1 en Ouzbékistan, Ryoya Kimura devrait débuter les matchs. Le gardien de deuxième année de l'université Nihon, très complet et apprécié, devra continuer sur sa lancée, lui qui enchaîne les bonnes performances en sélection. Sa doublure sera Ryusei Haruna, second gardien du Mito Hollyhock. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le gardien numéro 1 du club de Mito est Luitebo Yamaguchi, un franco-japonais formé à Lorient. Enfin, le troisième gardien sera Yu Kanoshima de l'université Ryutsu Keizai, qui n'était plus appelé avec les équipes jeunes japonaises depuis fort longtemps. Je ne le connais pas très bien, mais on ne devrait pas le voir de toute façon. Le poste de gardien est en tout cas très bien fourni, et ne sera pas une faiblesse pour la sélection, contrairement à la défense qui me laisse vraiment plus que perplexe. Les U20 du sélectionneur Koichi Togashi jouent à 4 derrière. Les 2 places de centraux vont être disputées par 4 joueurs. Kota Takai, tout d'abord, qui est en train de s'imposer à Kawasaki à seulement 18 ans et qui enchaîne les bonnes performances. Ce n'est en revanche pas le cas d'Henriette Chassé, qui joue avec la réserve de Stuttgart et qui a bien du mal à s'imposer. C'est aussi le cas pour Shuta Kikuchi, qui ne joue qu'en coupe avec son club de Shimizu qui évolue en J2 et qui n'a pas fait du tout des bonnes performances cette année. Il était certes assez correct à la Coupe d'Asie U20, mais il me paraît quand même un peu juste. Enfin, le quatrième central est Hayato Tanaka, qui était aussi titulaire lors des derniers matchs U20, mais qui a du mal cette saison avec son club de Kashiwa Reysol. Le côté gauche de la défense est en revanche plutôt correct, avec le joueur de la Masia Nico Takahashi, qui a la triple nationalité japonaise, espagnole et argentine, mais qui a choisi le Japon. Il sera en concurrence avec Hayate Matsuda, qui est régulièrement titulaire avec Mito. Une concurrence que n'aura pas Issei Yashiki, le seul latéral droit convoqué. D'ailleurs, il ne joue même pas à Sport Oita, son club de J2, puisqu'il évolue plus haut. Enfin, ça c'était quand il jouait, ce qui n'est plus le cas. Bref, cette défense ne me paraît vraiment pas sereine. Même si ça allait contre les nations asiatiques, je suis sceptique sur la capacité à contenir les grosses attaques des sélections européennes. Heureusement, si le Japon prend 3 buts par match, il lui suffit d'en mettre 4 pour réussir à gagner. Et c'est possible quand on voit la liste des milieux. Il y aura tout d'abord Riku Yamane, qui joue un peu à Yokohama, champion en titre, Kodai Sano, titulaire et très bon à Okayama en J2, ou encore Taisei Abe, qui fait des bonnes rentrées avec Nagasaki en J2. Mais surtout, les 2 milieux évoluant dans l'axe attendu seront Koryu Matsuki et Taichi Fukui. Le premier est le nouveau jeune joueur de J1 League à la mode. Le milieu ultra complet est déjà souvent titulaire au FC Tokyo, tout comme Fukui avec la réserve du Bayern, où il délivre des caviars de passe chaque semaine. Ce duo sera le cœur de tout le jeu japonais. Sur les côtés, les joueurs aussi sont intéressants. À gauche Sota Kitano, le petit crack du Cerezo Osaka, qui joue assez peu cette saison et qui peut aussi jouer en 10. Et à droite, Takatora Einaga de Kawasaki, qui joue peu, disputera sa place avec Kosuke Matsumura, qui évolue à l'université Hosei, et qui était très bon quand il jouait chez les U18 de Yokohama F.A. Marinos. Ce milieu très dense de bons joueurs, la force du Japon, sera au service des 2 buteurs convoqués seulement. La hiérarchie à ce poste paraît aussi assez claire. Naoki Kumata du FC Tokyo sera titulaire. Il a fini meilleur buteur de la Coupe d'Asie U20 avec 5 buts en 5 matchs.
Il est capable de marquer au moindre ballon qu'il touche et risque de poser des gros problèmes aux défenses. Et en fin de match, ce sera au tour d'Issa Sakamoto de peser sur les défenses. Le buteur du Gamba Osaka, prêté à Okayama en J2, est moins efficace que Kumata et a je trouve un peu plus de mal à progresser, donc il devra performer sur le peu de temps de jeu qu'il aura pour prouver que lui aussi il a sa place. Ah attendez, petite pause, on me dit dans l'oreillette que depuis le tournage de l'audio de cette vidéo, on a appris que Shio Fukuda rejoignait la sélection U20 pour la Coupe du Monde. Même si Kumata devrait rester titulaire, Shio devrait avoir un peu de temps de jeu. Il empile les buts depuis son arrivée dans l'équipe U19 de Mönchengladbach et sa présence est donc assez logique. Voilà, c'était le message de mon régisseur, Tashima-kun, bonne fin de vidéo. Malgré une très bonne liste, on remarque qu'il manque certains noms. Le plus évident est Takuhiro Nakai. On suppose que le Real a refusé de le libérer, mais ce serait une absence préjudiciable. En défense, le latéral droit Shunsuke Nishikubo du JEF United en J2 fait un super début de saison, bien meilleur que celui d'Yashiki. Parmi les buteurs, on aurait pu espérer voir Kanta Chiba, qui joue peu cette saison avec Tokushima, mais qui a montré de belles choses en 2022. Mais surtout, on aurait aimé voir Keisuke Goto, qui empile les buts pour sa première saison pro à Iwata en J2. Enfin, j'aurais aimé voir le milieu Kota Tatsumida, qui joue au FC Tokyo. Vous aussi, n'hésitez pas à donner des noms qui manquent à cette liste dans les commentaires. Mais pour en revenir à l'effectif et au groupe, à quoi doit prétendre le Japon? Passer les poules? Ce sera obligatoire. Cette génération actuelle de U20, c'est celle qui devra aller atteindre au moins les demi-finales de la Coupe du Monde en 2030. C'est celle qui devra dominer l'Asie sans partage. Quand on voit le niveau de ces jeunes, ne pas passer les poules ne serait pas une désillusion, ce serait une faute professionnelle, peu importe l'adversité. Surtout que les 2 premiers sont qualifiés, et 4 des 6 meilleurs troisièmes aussi. Si l'on observe la suite du tableau, la première place du Japon lui fera affronter en 8e un 3e de groupe. Une seconde place, quant à elle, mettrait sur le chemin des Japonais le second du groupe A. Alors, je n'ai rien contre le Guatemala, j'adore les forêts luxuriantes, et je n'ai rien contre la Nouvelle-Zélande, j'adore le rugby et les Birato Kakase. Mais, il est clair que les 2 premières places de ce groupe vont se jouer entre l'Argentine et l'Ouzbékistan. Et l'Argentine paraît relativement favorite. Si le Japon finit 2e de son groupe, ce sera donc certainement les Ouzbeks. Là, la victoire est absolument obligatoire, parce que c'est un concurrent du continent en face, et que perdre serait diminuer sa suprématie. Il est ensuite difficile de prévoir la suite du tableau, mais une chose est sûre, si les Samurai Blues sont peut-être encore un peu justes pour prétendre à remporter la compétition, ils doivent au minimum atteindre les quarts de finale. Et on ne parlera de compétition satisfaisante qu'à partir des demi. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une autre de ce genre, pour l'Ouzbékistan, ou même pour la Corée du Sud et l'Irak. Je demanderai éventuellement à des spécialistes de participer, parce que je ne suis pas à fond le foot de ces 2 pays. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc à la prochaine.